à exactement 1h de l'après-midi, par un mardi frais et couvert dans la capitale de l'Empire allemand, une profonde vulnérabilité de la psyché humaine fut transformée en arme. Aucune explosion ne marqua l'événement. Il n'y eut aucune effraction mécanique complexe dans la chambre forte fortifiée d'une banque. Au lieu de cela, la brèche s'est produite entièrement dans l'esprit d'une douzaine d'hommes lourdement armés, facilitée par rien de plus que quelques mètres de laine teinte, quelques boutons en laiton poli et une profonde compréhension du conditionnement sociétal. 16 octobre 1906, dans la Zilterstrasse à Berlin, l'air était vif, oscillant autour de 9 degrés Celsius, le ciel d'un gris plat et ininterrompu. Une escouade de 4 simples soldats approchait, dirigée par un jeune caporal nommé Müller. Ils retournaient à leur caserne après avoir terminé leur tour de garde, leurs fusils en bandoulière, leurs bottes frappant les pavés dans un rythme parfait et irréfléchi. Debout sur leur chemin se trouvait un homme approchant la soixantaine. Il était mince, le visage légèrement marqué par le temps, avec une grande moustache blanche, mais les observateurs ne regardaient pas son visage. Personne ne regardait son visage. L'œil était immédiatement attiré par le manteau bleu de Prusse, l'élégant pardessus militaire gris, la haute casquette d'officier et la rapière reposant nonchalamment sous une main gantée de blanc. Il ne s'écarta pas pour laisser passer les soldats. Il s'arrêta. Il se redressa de toute sa hauteur, tirant parti du poids visuel de ses bottes et de sa casquette, et aboya un ordre qui allait bientôt résonner à travers le monde. « Où emmènes-tu ces hommes » exigea-t-il. Le caporal Müller s'arrêta instantanément. Il claqua des talons. « Retour à la caserne, monsieur » répondit-il. « Fais-les demi-tour et suis-moi » ordonna le capitaine. « J'ai une mission urgente du tout haut commandement. » Dans la société hautement enrégimentée et violemment disciplinée de l'Allemagne wilhelminienne, un ordre invoqué au nom du Kaiser était une force de la nature absolue. Le caporal ne demanda pas d'ordres écrits. Il ne demanda pas de pièces d'identité. Il ne se demanda pas pourquoi un officier d'élite errait seul dans les rues. Il se mit simplement au pas. Dans l'heure qui suivit, cette force de frappe improvisée s'agrandit. Ils réquisitionnèrent d'autres hommes d'un stand de tir local. Ensemble, ils marchèrent sur le siège municipal d'une ville indépendante, arrêtèrent ses responsables civils les plus haut placés, coupèrent ses communications et vidèrent sa trésorerie d'exactement 4002 marks et 37 pfennig. Ce fut un coup d'État sans effusion de sang parfaitement exécuté. Mais l'homme qui donnait les ordres n'était pas un capitaine. Il n'était pas un soldat. Il était un cordonnier au chômage de 57 ans, un faussaire condamné et un vagabond sans abri nommé Friedrich Wilhelm Voigt. L'événement n'était pas simplement l'histoire d'un vol, c'était une étude méticuleuse d'une faille sociale, un examen de ce qui se passe lorsqu'une société fétichise les symboles de pouvoir à un degré si extrême que le symbole éclipse entièrement la réalité qu'il est censé représenter. Le fil conducteur de tout cet incident était un concept que les Allemands appellent Kadavergehorsam, l'obéissance cadavérique, la soumission mécanique et aveugle à l'autorité. Dans le contexte de l'architecture du désespoir qui définissait sa vie, Wilhelm Voigt n'était pas un génie criminel né dans le privilège. Il était le sous-produit d'un système impitoyable qui s'auto-perpétuait. 13 février 1849, Friedrich Wilhelm Voigt naquit à Tilsit, en Prusse orientale, une ville qui existe aujourd'hui sous le nom de Sovetsk dans l'oblast de Kaliningrad. Sa vie, une vie mesurée en condamnation, commença de façon banale en tant que fils d'un cordonnier jusqu'à sa première collision avec la machinerie de l'État prussien. En 1863, à l'âge tendre de 14 ans, Voigt fut arrêté et condamné à 14 jours de prison pour un vol mineur. Dans un contexte moderne, une peine de 2 semaines pour un mineur pourrait être considérée comme une correction sévère mais temporaire. Dans la Prusse du XIXe siècle, c'était un marquage au fer rouge permanent. Cette seule infraction mineure déclencha un renvoi immédiat et irrévocable de l'école. À 14 ans, l'accès de Voigt à l'éducation formelle, à l'ascension sociale et à la grâce sociétale fut définitivement rompu. À partir de ce moment, Voigt fut pris dans une force d'attraction gravitationnelle à laquelle il ne pourrait jamais échapper. Il apprit le métier de cordonnier de son père, mais le stigmate de sa condamnation le hantait, fermant des portes et limitant son existence aux marges de la société. Entre 1864 et 1891, Voigt fut pris au piège dans un cycle implacable de récidives, accumulant un total de 25 ans derrière les barreaux pour une série de petits vols, faux et cambriolages. Sa condamnation la plus dévastatrice tomba en 1891. Poussé par le désespoir, il tenta un cambriolage infructueux dans le bureau d'un caissier du tribunal. Pour ce crime raté et sans violence, l'État l'écrasa d'une peine de 15 ans.
12 février 1906. Lorsque les lourdes portes en fer du pénitencier s'ouvrirent enfin, Voigt avait 57 ans. Il avait passé près de la moitié de sa vie naturelle dans une cage. Il émergea dans un monde qui avait accéléré vers le XXe siècle, un monde de plus en plus obsédé par la paperasse, la catégorisation, le suivi et le contrôle. Piégé dans ce qui deviendrait un cercle vicieux bureaucratique, Voigt fit une véritable tentative documentée de s'intégrer à la société lors de sa libération en 1906. Il dériva jusqu'à Wismar, réussissant à obtenir un emploi chez un cordonnier de cour très réputé. L'espace d'un bref instant, le fantôme eut une forme. Il avait un métier, il avait un revenu. Mais le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin n'avait aucune tolérance pour les ex-détenus. Dès que son lourd casier judiciaire fut signalé par les autorités locales, il fut formellement banni de résider à l'intérieur des frontières du duché. L'État, l'ayant puni pendant 15 ans, décida que sa punition devait se poursuivre à perpétuité. 24 août 1906. Il se rendit à Rixdorf, une banlieue près de Berlin, pour vivre avec sa sœur Bertha et trouva du travail dans une usine de chaussures locale, espérant s'évanouir dans le bourdonnement industriel de la capitale impériale. Cependant, l'Empire allemand fonctionnait selon un système strict, semblable à un panoptique, de passeports intérieurs et de permis de séjour. En raison de son casier judiciaire, la police locale le jugea indésirable, et ce jour-là, les autorités lui refusèrent officiellement son permis de séjour et lui ordonnèrent de quitter la région de Berlin. Le simple poids psychologique de ce paradoxe administratif était écrasant. Voigt avait besoin d'un permis de séjour pour occuper un emploi légal. Il avait besoin d'un emploi légal pour prouver aux autorités qu'il était un citoyen réhabilité digne d'un permis de séjour. Sans ce permis, il ne pouvait pas rester légalement dans le pays. Sans passeport valide, il ne pouvait pas quitter légalement le pays. Il était pris au piège dans un purgatoire administratif, un paradoxe bureaucratique qui orchestrait systématiquement sa marginalisation. L'État avait construit un labyrinthe sans issue, garantissant pratiquement son retour à la criminalité. Face à cette impasse existentielle, Voigt choisit la défiance. Il démissionna de l'usine de chaussures au début du mois d'octobre, 10 jours avant le braquage, et vécut comme un résident illégal non enregistré dans les ombres de Berlin. C'est dans cet état de désespoir total qu'une solution radicale, presque théâtrale, commença à germer dans son esprit. Si l'État réduisait entièrement la valeur humaine à une documentation officielle et à des uniformes autorisés, il ferait simplement l'acquisition de l'uniforme. Il contournerait la paperasse en revêtant le symbole ultime de l'autorité prussienne. Il utiliserait leur propre Kadavergehorsam contre eux. Forgeur de l'illusion qui allait devenir le catalyseur de son plan, il s'appuya sur le paysage psychologique de l'Allemagne impériale de 1906 qui était dominé par les militaires. Le Kaiser Guillaume II avait activement cultivé cette culture. Dans un discours prononcé en 1891 devant de jeunes recrues, l'empereur exigea explicitement un dévouement inébranlable, déclarant que même s'il leur ordonnait d'abattre leurs propres proches, ils devaient suivre ses ordres sans murmure. Voigt comprenait cela intimement. Il reconnut qu'un uniforme militaire conférait une autorité absolue et ne nécessitait aucune paperasse justificative. Si l'on portait le grade, c'est le grade qui parlait. L'homme à l'intérieur de l'uniforme n'avait aucune importance. Il n'était que la viande qui animait le tissu. L'anatomie de la supercherie a révélé que Voigt ne s'est pas contenté de voler un uniforme. Il en a construit un pièce par pièce. Il écuma diverses friperies, magasins de surplus militaires et marchés aux puces à travers Potsdam et Berlin. Il testa méticuleusement l'effet psychologique des composants individuels sur les soldats de passage, observant comment leur posture changeait lorsqu'ils voyaient une casquette ou un manteau spécifique. Il cibla spécifiquement la tenue d'un capitaine du 1er régiment de la garde à pied. Ce n'était pas un choix fait au hasard. Le 1er régiment de la garde à pied était le régiment d'infanterie d'élite de l'armée royale prussienne stationnée à Potsdam. Officieusement connu comme le 1er régiment de la chrétienté, c'était le régiment de garde du corps personnel des rois de Prusse, retraçant sa lignée jusqu'au célèbre géant de Potsdam. Tous les princes de Prusse étaient nommés lieutenants dans ce régiment à leur 10e anniversaire. Porteur cet uniforme, s'était projeté une proximité intimidante avec le Kaiser lui-même. Les anomalies manifestes de son déguisement mettaient en évidence le pouvoir aveuglant du symbole. Concernant les revers du manteau, la norme du 1er garde à pied exigeait un col, des poignets et des retroussis rouge pavot. Le déguisement assemblé de Voigt présentait des teintures de tissu dépareillées en raison d'un approvisionnement d'occasion fragmentaire, ce qui fut ignoré par les observateurs
car la silhouette globale commandait le respect. Pour le style des poignets, la norme était les poignets suédois, sans fente ni rabat, et 2 boutons horizontaux, tandis que Voigt portait des poignets brandebourgeois avec une fente verticale, un rabat bleu foncé et 3 boutons. Une erreur catastrophique dans le code vestimentaire militaire, et pourtant complètement ignorée. Le couvre-chef requis était une casquette d'officier bleu de Prusse avec l'insigne régimentaire immaculé, mais Voigt portait une casquette d'officier standard légèrement usée par ses précédents propriétaires, ce qui conférait néanmoins une hauteur, un statut et une posture d'autorité immédiat. Enfin, au lieu de l'épée réglementaire d'officier finement poli, il portait une rapière dépareillée, offrant un accessoire pour une posture physique et un placement confiant de la main. L'erreur la plus flagrante, le détail qui fait de ce braquage un chef-d'œuvre de manipulation psychologique, c'était les poignets. La première garde à pied portait fièrement des poignets suédois, marque distinctive de leur statut d'élite. L'infanterie de ligne standard portait des poignets brandebourgeois. Le manteau de Voigt arborait le style brandebourgeois standard. N'importe quel caporal, n'importe quel sergent, n'importe quel officier de police de Berlin aurait dû s'en apercevoir immédiatement. Cependant, l'effet aveuglant de l'autorité suprême de l'uniforme était si total que personne ne remarqua l'incohérence. Le symbole écrasait les détails. L'arrogance de l'esprit militaire prussien ne pouvait concevoir qu'un civil oserait porter l'uniforme, et par conséquent, ils ne regardèrent pas d'assez près pour voir que l'uniforme était un mensonge. 16 octobre 1906. Ce matin-là, en s'aventurant dans l'environnement météorologique de la marche, Voigt récupéra son uniforme assemblé dans une consigne à bagages. L'environnement opérationnel était très favorable, car les données météorologiques historiques pour Berlin de ce jour précis révèlent une matinée d'automne fraîche et couverte. À 9 heures du matin, la température était de 5 degrés Celsius avec 0 mm de pluie, ce qui permit à Voigt de porter plusieurs couches de vêtements sans transpirer, facilitant ainsi son déguisement. À 12 heures, la température grimpa à 9 degrés Celsius avec 0 mm de pluie, offrant des conditions de marche confortables pour les troupes réquisitionnées. À 15 heures, elle atteignit 10 degrés Celsius avec 0 mm de pluie, gardant les rues relativement fréquentées et offrant une couverture dans la foule. Le temps vif permettait à Voigt de porter un lourd et élégant pardessus militaire gris par-dessus l'uniforme sans éveiller les soupçons. Ce pardessus était crucial. Il cachait sa corpulence menue, son âge, et lissait toutes les autres imperfections de la tunique en dessous. Au début de l'après-midi, Voigt était totalement transformé. Il exécuta son interception sur la Silterstrasse, réquisitionnant le caporal Müller et ses 4 simples soldats. Sa performance fut sans faille. Il ne demandait pas, il commandait. Peu de temps après, près du champ de tir de Plötzensee, il intercepta une seconde escouade de 6 soldats, les intégrant parfaitement dans son armée privée. Il commandait désormais un détachement lourdement armé de 10 à 11 hommes. Lorsqu'il fut interrogé par les soldats au sujet du transport, Voigt expliqua calmement qu'il n'avait pas pu réquisitionner de véhicules motorisés. Au lieu de cela, le capitaine et ses troupes marchèrent jusqu'à la gare de Pütlichstrasse et montèrent à bord d'un train civil standard. Lors d'une correspondance à Rummelsburg, Voigt démontra une compréhension magistrale, presque clinique, de la dynamique entre officiers et soldats. Il paya une bière à ses hommes et remit à chaque soldat une marque pour acheter à déjeuner à la gare. Ce petit acte de sollicitude militaire paternaliste cimenta leur loyauté absolue. Ils ne suivaient plus seulement un uniforme, ils suivaient leur capitaine. Ils auraient marché sous les tirs d'artillerie pour lui. Au lieu de cela, il les mena vers la banlieue. Commençant le siège de l'hôtel de ville, leur destination était Köpenick, une charmante municipalité indépendante située juste au sud-est de Berlin où les rivières Dam et Spree confluaient pour former une île idyllique. La cible était l'hôtel de ville de Köpenick, une imposante structure gothique en briques rouges construite entre 1901 et 1904 par les architectes Hugo Kinzer et Hans Schütte. C'était un symbole imposant de fierté civique, doté d'une tour de 54 mètres de haut, d'un magnifique escalier et d'une grande salle héraldique. Lorsque Voigt et ses hommes arrivèrent, ils agirent avec une précision militaire terrifiante. Voigt ordonna à ses hommes de mettre baïonnettes au canon. Ils prirent le bâtiment d'assaut. Le rez-de-chaussée abritait 20 bureaux, les quartiers de la police locale et, point crucial, la caisse d'épargne de la ville et sa chambre forte. Voigt déploya ses gardes pour verrouiller chaque entrée et sortit. Il sortit ensuite. Il repéra des gendarmes civils locaux qui patrouillaient dans le secteur.
Exerçant sa fausse juridiction militaire sur les forces de l'ordre civil, il ordonna à la police de boucler le périmètre, de maintenir l'ordre public et d'empêcher les appels vers Berlin pendant 1 heure en fermant le bureau de poste local. L'audace pure du moment était frappante. Un ex-détenu sans abri ordonnait à la police de l'aider à sécuriser une scène de crime, et la police, complètement intimidée par la présence d'un officier de la garde prussienne, obéit immédiatement. Voigt avait isolé le bâtiment. Il avait coupé ses communications. Il avait atteint une supériorité locale totale. Initiant l'arrestation du maire, Voigt laissa des gardes aux portes et monta le grand escalier jusqu'au premier étage qui abritait 25 bureaux, y compris les quartiers d'habitation et de travail du maire. Il fit irruption dans le bureau du maire Georg Langan, un homme aux manières douces d'une 30aine d'années avec des lunettes pince-nez et un bouc pointu. Langerhans se leva avec stupéfaction avant que le maire ne puisse parler. Voigt déclara que lui et le caissier en chef von Wilkberg étaient en état d'arrestation par ordre direct du Kaiser, invoquant des soupçons de comptabilité frauduleuse et de paiement irrégulier pour des travaux souterrains. « Où est ton mandat ?» exigea Langerhans, tentant de faire valoir ses droits légaux civils. Voigt pointa simplement du doigt les soldats lourdement armés qui se tenaient derrière lui, baïonnettes au canon. L'implication était claire. Dans l'Empire allemand, l'armée était le mandat. Le maire Langerhans se rendit sans ajouter un mot. Voigt ordonna ensuite que la femme du maire, Frau Langerhans, soit confinée dans ses appartements pour éviter toute interférence. Le gouvernement civil de Köpenick était tombé en moins de 10 minutes. À ce moment charnière lors de l'extraction fantôme, le récit historique se lit comme un braquage financier à haut risque brillamment exécuté. La succession des événements suggère fortement un cerveau criminel s'assurant un énorme butin en bouclant le bâtiment, en neutralisant la direction et en prenant le contrôle de la banque. Mais les détails microscopiques de l'extraction révélèrent la véritable nature tragique du motif de Voigt. Le maire étant neutralisé, Voigt exigea que le trésorier von Wildburg produise un relevé de compte et ouvre la trésorerie municipale sous le regard attentif des soldats. Le trésorier lui-même aida Voigt à remplir des sacs en toile avec les fonds de la ville. Le total confisqué s'élevait à exactement 4002 marks et 37 pfennig. Si Voigt n'avait été qu'un voleur, il aurait pris l'argent et se serait enfui. Au lieu de cela, il a maintenu l'illusion de la bureaucratie jusqu'à la fin. Il s'assit à un bureau et rédigea méticuleusement un reçu officiel pour le montant exact de 4002 marks et 37 pfennig. Avec un sens de l'ironie profondément cynique, il signa le reçu von Maltzahn, le nom de famille exact du directeur de la prison où il venait de purger sa peine de 15 ans. Il y ajouta les initiales HI1GR, désignant le grade de capitaine dans le 1er régiment de la garde. Une anomalie existait cependant. Des témoignages historiques et les propres aveux ultérieurs de Voigt suggèrent que les 4000 marks étaient en fait un objectif secondaire. Bien que l'argent fût substantiel, équivalent à des années de salaire pour un citoyen de la classe ouvrière, la cible principale de Voigt à l'intérieur de l'hôtel de ville était le bureau municipal des passeports. Voigt a par la suite affirmé avoir initié toute cette opération élaborée pour contourner la bureaucratie policière et tamponner son propre passeport vierge. Il voulait falsifier le permis de séjour dont il avait besoin pour exister légalement en Allemagne. Il mit à sac le bureau d'enregistrement au 1er étage, cherchant désespérément les tampons officiels pour les passeports. Tragiquement, il découvrit une faille fatale dans sa collecte de renseignements. Köpenick, malgré sa taille et son nouvel et grand hôtel de ville, ne possédait pas l'autorité pour délivrer les passeports régionaux spécifiques dont il avait besoin. Ces tampons étaient conservés dans une juridiction différente. Debout dans ce bureau, ayant réquisitionné une armée, arrêté un maire et risqué l'exécution pour trahison, le seul morceau de caoutchouc et d'encre nécessaire pour acheter sa liberté n'était tout simplement pas là. Réalisant que son objectif principal était un échec total, Voigt se rabattit sur l'objectif secondaire, l'argent. Il avait déjà franchi le Rubicon. Il ne pouvait pas repartir les mains vides. L'argent étant sécurisé, Voigt passa à la phase d'extraction. Il réquisitionna 2 voitures tirées par des chevaux. Il ordonna à ses grenadiers de faire monter le maire Langerhans et le trésorier von Wildburg dans les voitures et donna pour instruction aux soldats d'escorter les prisonniers jusqu'à la Neuvache, le corps de garde militaire central de Berlin, pour un interrogatoire officiel. Avant le départ des voitures, Voigt exigea des responsables civils qu'ils donnent leur parole d'honneur de ne pas tenter de fuir. Il se tourna ensuite vers les gardes restants à l'hôtel de ville.
Il leur ordonna de maintenir leur position et de sécuriser le bâtiment pendant exactement une demi-heure. Après quoi, ils devaient retourner à leur caserne. Les soldats se mirent au garde-à-vous et saluèrent. Voigt ramassa ses sacs d'argent, sortit du bâtiment en briques rouges et se dirigea vers la gare de Köpenick. Il but une bière, monta dans un train de retour pour Berlin et disparut. Quelque part en cours de route, il se dépouilla du manteau bleu de Prusse, de la casquette et de l'épée, reprenant les vêtements civils ternes et usés d'un cordonnier de 57 ans. Le capitaine de Köpenick s'évapora dans les airs. Dans les retombées qui laissèrent une nation se regarder dans le miroir, il fallut des heures pour que l'illusion se brise complètement. Le maire Langerhans, le trésorier von Wildburg et leur escorte lourdement armée arrivèrent au corps de garde militaire de la Neue Wache dans le centre de Berlin. Ils se présentèrent pour être interrogés concernant la comptabilité frauduleuse sur ordre du Kaiser. Les officiers au commandement de la Neue Wache étaient totalement perplexes. Il n'y avait aucun ordre du Kaiser. Il n'y avait aucune enquête sur les finances de Köpenick. Une série frénétique de télégrammes et d'appels téléphoniques au ministère de la Guerre et au commissariat de police locaux confirma l'impossible. L'armée ne s'était pas emparée de la ville. Un imposteur l'avait fait. Lorsque la nouvelle tomba le lendemain matin, la réaction fut sismique. L'événement, rapidement surnommé la Coperniciade, devint instantanément une sensation mondiale. Pour l'armée prussienne et le préfet de police de Berlin von Jagow, ce fut une humiliation aux proportions catastrophiques. Un vaste coup de filet fut immédiatement mis en place. La police lança des recherches désespérées pour retrouver un homme dont le seul trait distinctif était un uniforme dépareillé qui n'existait plus. Mais pour le public, tant national qu'international, le braquage de Köpenick provoqua un rire inextinguible. La presse mondiale s'empara de l'histoire comme de la dénonciation ultime du militarisme allemand. Le New York Times titra que l'Allemagne comprenait la blague, même si elle en était la cible. La presse britannique, déjà profondément méfiante à l'égard du renforcement militaire allemand, utilisa l'événement pour une puissante propagande antimilitariste. Des magazines satiriques, comme le Punch de Londres, prenaient plaisir à se moquer de la rigidité absurde de l'État allemand. En Allemagne même, la réaction fut nuancée et complexe. Les commentateurs de la gauche libérale considérèrent l'incident non pas comme une comédie, mais comme une terrifiante preuve de concept. Si un cordonnier sans abri pouvait exécuter un coup d'État sans effusion de sang, simplement en portant un manteau, qu'est-ce qui empêchait un général véreux de lancer un véritable renversement militaire du gouvernement civil? Cela démontra la fragilité absolue des institutions civiles lorsqu'elles sont soumises à la menace perçue d'une force militaire. Pourtant, les simples citoyens de l'Empire trouvèrent l'escroquerie foncièrement hilarante. Des cabarets comme le Metropole Theater de Berlin intégrèrent des sketchs sur le faux capitaine à leurs spectacles en quelques jours. L'allégresse publique fut cependant une arme à double tranchant. Comme les historiens l'ont noté plus tard, le rire n'a pas démantelé l'emprise idéologique du militarisme. À bien des égards, il l'a renforcée. Le public riait de l'absurdité de l'imposteur, mais ne remettait pas en question la règle fondamentale selon laquelle on devait obéir à un uniforme. Le système n'était pas cassé, il avait simplement été piraté. La Cadaver Gehorsam restait intacte. Avant la trahison, pendant 10 jours, Voigt vécut tranquillement dans un nouveau logement à Berlin, ses 4000 marques cachées. Il aurait pu disparaître entièrement des archives historiques, finissant ses jours dans un confort tranquille, mais l'architecture de la pègre est tout aussi traîtresse et impitoyable que la bureaucratie de l'État. La police avait offert une énorme récompense de 2000 marques pour des informations menant à la capture du faux capitaine. Un ancien compagnon de cellule de Voigt, identifié dans les archives historiques sous le nom de Kallenberg, entendit les descriptions du braquage. Kallenberg connaissait Voigt. Il connaissait le ressentiment profond de Voigt à l'égard du système des passeports, et il savait que Voigt avait méticuleusement étudié les règlements militaires et les détails des uniformes alors qu'ils étaient incarcérés ensemble. 26 octobre 1906. Pour 2000 marques, la loyauté s'évapora et Kallenberg se rendit aux autorités. À peine une semaine et demie après qu'il eut arrêté une ville, la police passa à l'action. Ils firent irruption dans la chambre de Voigt alors qu'il prenait son petit déjeuner. Il ne résista pas. Il ne se battit pas. Le fantôme avait été ramené de force dans la lumière. 1er décembre 1906. Dans la conclusion qui mena au pardon de l'État, le procès de Wilhelm Voigt, qui s'acheva ce jour-là, fut un cirque médiatique d'une ampleur sans précédent. Des journalistes du monde entier s'abattirent sur le tribunal de Berlin pour voir le cerveau qui avait humilié la plus grande machine militaire d'Europe.
Ce qu'ils découvrirent ne fut pas un militant endurci et terrifiant, mais un cordonnier fatigué et chétif de 57 ans. Pendant le procès, la défense de Voigt ne s'est pas appuyée sur la négation des faits, mais sur la dénonciation de la cruauté systémique qui l'y avait poussé. Il parla avec éloquence de son incapacité à trouver un travail légal, de son expulsion constante par la police et de sa recherche désespérée et infructueuse des tampons de passeport à l'hôtel de ville de Köpenick. Le tribunal fit face à un profond dilemme. Légalement, Voigt était coupable de crimes graves, usurpation d'identité d'un officier, enlèvement par la fausse arrestation du maire et vol qualifié. Cependant, le punir trop sévèrement ne ferait qu'amplifier la perception internationale selon laquelle le système judiciaire allemand était barbare, rigide et incapable de nuances. Le juge condamna finalement Voigt à 4 ans de prison. Comparé aux 15 années écrasantes qu'il avait purgées auparavant pour une simple tentative de cambriolage, c'était une peine remarquablement clémente. Mais l'histoire du capitaine de Köpenick avait transcendé le tribunal. Voigt était devenu un héros populaire, un avatar vivant de la lutte de l'homme ordinaire contre le poids écrasant de la bureaucratie. Le rebondissement ultime dans le récit, cependant, vint du sommet absolu du système même dont Voigt s'était moqué. Lorsque les rapports détaillés du braquage parvinrent sur le bureau du Kaiser Guillaume II, l'empereur ne réagit pas avec la fureur d'un autocrate offensé. Au lieu de cela, il rit. Guillaume II fut profondément amusé par l'audace du crime. Plus important encore, il y vit une validation tordue de l'œuvre de sa propre vie. Pour le Kaiser, le fait que 10 soldats, des forces de police et un gouvernement civil tout entier aient obéi instantanément à un homme simplement parce qu'il portait un uniforme prussien n'était pas un échec systémique. C'était un triomphe de la discipline militaire. Cela prouvait que ses sujets étaient parfaitement entraînés. Le Kaiser aurait décrit Voigt comme une canaille aimable et un brillant gaillard. 16 août 1908, après que Voigt eut purgé seulement 20 mois de sa peine de 4 ans, l'empereur Guillaume II intervint directement. Il exerça son autorité suprême et accorda au cordonnier une grâce royale totale. Entrant dans son crépuscule luxembourgeois, Wilhelm Voigt sortit de prison pour la dernière fois, non pas comme un paria, mais comme une célébrité mondiale. La fascination du public pour le capitaine de Köpenick s'avéra très lucrative. Voigt capitalisa sur sa notoriété, faisant des tournées dans des spectacles de variété en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. Il prit la pose pour des photographies dans une réplique d'uniforme de capitaine, signant des autographes pour des foules en adoration. En 1909, il publia son autobiographie « Comment je suis devenu le capitaine de Köpenick », qui devint un immense best-seller. Ayant enfin accumulé suffisamment de richesses et de statut pour contourner entièrement les restrictions de séjour qui avaient autrefois ruiné sa vie, il s'installa au Luxembourg en 1910. Il acheta une maison aux 5 rue Kneiperg dans le quartier de la Gare, travailla discrètement comme serveur et cordonnier, et devint l'une des premières personnes du Grand-Duché à posséder une automobile. 3 janvier 1922. Friedrich Wilhelm Voigt mourut au Luxembourg à l'âge de 72 ans. Sa tombe dans le cimetière Notre-Dame demeure un lieu de pèlerinage paisible où les visiteurs laissent encore des pièces sur sa pierre tombale en hommage à l'homme qui avait volé une ville. L'héritage du 16 octobre 1906 s'étend bien au-delà d'un braquage astucieux. L'histoire du capitaine de Köpenick, immortalisée dans la célèbre pièce satirique de Karl Zuckmayer en 1931 et dans de nombreux films ultérieurs, sert d'avertissement permanent et clinique sur les dangers de l'autorité institutionnelle incontrôlée. Le crime de Voigt était un miroir tendu au visage d'une société qui avait cessé de voir l'être humain, pour ne voir que l'uniforme. Il a prouvé que lorsqu'une culture exige une obéissance inconditionnelle au symbole du pouvoir, elle laisse la porte de la chambre forte grande ouverte à quiconque est prêt à enfiler le costume. En fin de compte, le sans-abri n'a pas vaincu l'Empire allemand par la force des armes. Il l'a vaincu par la soumission. Il a donné à l'État exactement ce qu'il demandait, une obéissance totalement aveugle, et ce faisant, il nous a montré la folie inhérente de la machine.